Lorsque j'ai décroché le téléphone pour demander à mon fils Max quand aurait lieu son mariage, ma belle-fille Léna m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec un sourire glacial: «Oh, on s'est déjà mariés hier. On n'a invité que des gens spéciaux.» Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Des gens spéciaux. Moi qui, pendant 3 ans, avais payé leur loyer mensuel de 500 $, acheté chaque meuble de leur maison et rempli leur réfrigérateur quand ils n'avaient rien à manger. Je n'étais pas une personne spéciale. Je restais là, dans le salon de ma propre maison, tenant le téléphone comme s'il pesait 1000 livres, voyant mon fils éviter mon regard tandis que Léna s'installait confortablement sur le canapé que je leur avais acheté. La robe rose pâle que j'avais choisie pour son mariage pendait inutilement dans mon placard, avec les nouvelles chaussures et l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon fils unique. J'avais dépensé 200 $ pour cette robe, en pensant à quel point j'aurais l'air bien sur les photos du mariage de Max, des photos sur lesquelles je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines, j'avais tout planifié dans les moindres détails. J'avais mis de l'argent de côté pour leur offrir 1000 $ comme cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur Diana à Chicago pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble, pensant qu'ils viendraient peut-être fêter ça chez moi après la cérémonie. Tout cela s'est effondré en une seconde avec ces 4 mots empoisonnés. Seulement des gens spéciaux. Max a enfin relevé les yeux et a dit d'une voix qui sonnait répétée: «Maman, c'était quelque chose d'intime, très petit, juste nous deux et les témoins.» Mais je savais que c'était un mensonge. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Lena poser fièrement à côté des mariés. J'ai vu ses frères et sœurs trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Lena, que j'avais aidé à financer avec les 800 $ que je lui avais donnés le mois dernier pour ses dépenses personnelles. J'ai tout vu, tout ce que je n'étais pas censé voir. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Lena m'a appelé d'une voix complètement différente. Elle n'était plus la femme sûre d'elle qui m'avait exclue de son mariage. Elle sonnait maintenant désespérée, presque suppliante. «Renate, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit: si on ne paie pas cette semaine, il nous met dehors. Tu as oublié de faire le virement.» Sa voix tremblait légèrement, comme si le monde s'écroulait. Je suis restée silencieuse quelques secondes, me rappelant toutes les fois où j'avais couru à la banque pour faire ce virement. Toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour m'assurer qu'ils aient un toit au-dessus de la tête. Toutes les fois où j'avais mangé des haricots et du riz pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs envies. Et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils avaient l'audace de m'appeler comme si de rien n'était. «Léna», ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. «Ne t'avais-je pas prévenu que je n'aide que les gens spéciaux?» Le silence à l'autre bout de la ligne était si profond que j'entendais mon propre cœur battre. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, mais elle. «Rinade, je ne comprends pas», a-t-elle balbutié. «On a toujours été spéciaux pour toi. Tu es comme une deuxième maman pour moi.» Des mensonges, rien que des mensonges, enrobés dans cette voix douce qu'elle n'utilisait que quand elle avait besoin de quelque chose. La même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, pour la lune de miel, pour les alliances, que j'avais aidé à financer sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où elles seraient échangées. Pendant tant d'années, j'avais eu cette sensation constante de marcher sur des œufs, de peser chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, espérant obtenir une miette d'affection de mon propre fils. J'étais la mère parfaite, la belle-mère serviable, la pourvoyeuse silencieuse qui ne protestait jamais quand on me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, seulement des gens spéciaux, a réveillé en moi quelque chose qui était resté endormi bien trop longtemps. J'avais calculé dans ma tête combien d'argent j'avais dépensé pour eux en 3 ans. Entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices, c'était plus de 20 000 $. 20 000 $ que j'avais pris sur ma retraite, sur mes économies, sur l'argent que mon défunt mari avait laissé pour que je puisse vivre mes dernières années en paix. Et tout ça pourquoi? Pour être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon fils. Cette nuit-là, après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration accumulée, d'années d'humiliation endurées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où ils m'ont fait sentir que mon amour était un fardeau, ma présence un obstacle, mon argent la seule chose que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère naïve que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable à ceux qui me considéraient là comme dispensable.
Quand je me suis réveillée le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, c'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Je me suis levée et je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Les mêmes yeux fatigués que toujours, les mêmes rides qui racontaient des années à donner de l'amour sans en recevoir en retour. Mais il y avait autre chose dans mon regard, une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination enterrée sous des années de docilité. Je suis allée à la cuisine et j'ai fait du café, comme je le faisais chaque matin depuis 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Max pour lui demander comment il avait dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone en espérant un message de sa part, s'excusant de l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais ma propre priorité de la journée. Je me suis assise à la table où j'avais si souvent planifié des surprises pour eux, compté des billets pour leurs dépenses et pleuré en silence quand ils me traitaient avec indifférence. Maintenant, cette table allait être témoin de quelque chose de totalement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés bancaires, et j'ai commencé à faire les comptes. Je voulais voir, en chiffres exacts, l'ampleur de ma propre naïveté. Loyer mensuel de 500 $ multiplié par 36 mois, 18 000 $. Nourriture et provisions, environ 200 $ par mois, encore 7 200 $. Cadeaux d'anniversaire, de Noël, d'anniversaire de mariage, au moins 3 000 $. Urgence médicale de Lena, 800 $. Prêt automobile qu'ils ne m'ont jamais remboursé, 2 500 $. Réparation du climatiseur dans leur appartement, 600 $. Meubles du salon, 1 200 $. 33 400 $. C'était la somme exacte de ma générosité. 33 400 $ gaspillés de l'héritage de mon mari, de ma pension, des économies mises de côté sou par sou pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent jeté par la fenêtre pour maintenir confortables deux adultes qui ne pouvaient même pas faire semblant de me respecter. Le téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Max sur l'écran. Normalement, mon cœur se serait emballé tandis que je me serais précipitée pour répondre, espérant qu'il s'excuse enfin et m'explique que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais cette fois, je l'ai laissé sonner une fois, deux fois, trois fois. Finalement, le silence est tombé et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Lena. Je l'ai laissé sonner aussi. Puis un message est arrivé de Max. « Maman, s'il te plaît, réponds, on doit parler. » J'ai supprimé le message sans répondre. À 14 heures, j'ai décidé d'aller me promener. Je ne l'avais pas fait depuis des mois, sans but précis, sans course liée à eux. C'était toujours la banque pour les virements, le supermarché pour leur acheter quelque chose, la pharmacie pour les médicaments de Lena. Aujourd'hui, je suis allée me promener juste parce que j'en avais envie. Je suis passée devant le parc où j'emmenais souvent Max quand il était enfant. Je me suis souvenue de ce garçon doux qui me serrait fort et disait que j'étais la meilleure maman du monde. Quand était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur automatique avec des sentiments? Quand ai-je commencé à confondre amour et argent? Quand ai-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon fils? À la banque, où j'avais si souvent fait des virements automatiques, je me suis arrêtée devant la porte. Le directeur d'agence, M. Clenay, m'a vu à travers la vitre et m'a fait signe. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements vers Max et Lena. Il avait vu mon compte se vider mois après mois pour remplir le leur. Je suis entrée et je suis allée directement dans son bureau. « Monsieur Klein, » lui ai-je dit, « je dois annuler les virements automatiques que j'ai programmés. » Il m'a regardé, surpris. Pendant 3 ans, ces virements avaient été aussi réguliers que le lever du soleil. « Êtes-vous sûre, Madame Richter? Il s'est passé quelque chose? » Son inquiétude était sincère, plus sincère que tout l'intérêt que Max m'avait montré ces derniers mois. « Ce qui s'est passé, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux, » ai-je répondu. « Je veux tout annuler, et je veux aussi des informations sur la manière de protéger mes comptes. Je ne veux plus que quelqu'un ait accès à mon argent. » Pendant que M. Klein traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Max, Lena, Max encore. C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter que leur source de revenus était en danger. J'ai éteint le téléphone complètement. « Madame Richter », a dit M. Klein en me tendant les papiers. « Je m'excuse d'être indiscret, mais en toutes ces années, je vous ai vu être très généreuse avec votre famille. J'espère que personne ne vous force à faire ces changements. » Ces mots m'ont touché profondément. Cet homme, qui me connaissait à peine au-delà des transactions bancaires, montrait plus de préoccupations sincères pour mon bien-être que mon propre fils.
Personne ne me force, Monsieur Klein. Au contraire, j'ai enfin arrêté de me forcer moi-même. Quand je suis sortie de la banque, je me suis sentie étrangement légère, comme si j'avais laissé un fardeau immense dans ce bureau. Pour la première fois depuis des années, mon argent était entièrement à moi. Je n'avais plus d'obligations financières envers des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme une personne. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé à tout ce que je n'avais pas fait pour plaire à Max et Lena. Les voyages que je n'avais pas faits pour économiser pour eux. Les amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences. Les hobbies que j'avais abandonnés parce que chaque dollar dépensé pour moi-même était $1 de moins pour leurs besoins. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte. Celle de Max, celle de Lena et une que je ne reconnaissais pas. Je voyais du mouvement dans ma maison à travers les fenêtres. Mon sang s'est glacé. Ils avaient des clés. Je leur avais donné des clés parce que je leur faisais confiance, parce que je pensais qu'un jour ils prendraient soin de moi comme j'avais pris soin d'eux. J'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Il était temps pour la première véritable confrontation de ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Max était assis sur mon canapé, la tête dans les mains. Lena faisait les 100 pas comme un animal en cage et un homme plus âgé que je ne connaissais pas feuilletait des papiers sur ma table de salle à manger. Mes papiers, mes documents personnels. Que se passe-t-il ici? Ai-je demandé d'une voix plus forte que je ne l'aurais cru. Tous les 3 m'ont regardé comme si c'était moi l'intruse dans ma propre maison. Lena a été la première à parler, et sa voix avait cette urgence désespérée que j'avais déjà entendue au téléphone. Ranata, Dieu merci, tu es là, on doit parler. Monsieur Fischer vient du cabinet d'avocats qu'on a consulté au sujet de ta situation. Ma situation? La question est sortie de ma bouche avec un calme qui m'a surprise. Quelle situation? Je vais parfaitement bien. Max a enfin levé la tête et m'a regardé avec ses yeux qui avaient appartenu à un enfant innocent et qui ne reflétèrent plus maintenant que la panique financière. Maman, on est allé à la banque et ils nous ont dit que tu avais annulé tous les virements. Monsieur Klein a expliqué que tu avais aussi bloqué notre accès à tes comptes. On ne comprend pas pourquoi tu as fait ça. Monsieur Fizer, un homme d'une 50aine d'années en costume gris et avec un sourire qui n'inspirait pas confiance, s'est approché de moi, la main tendue. Madame Richter, je suis le docteur Pfizer, avocat en droit de la famille. Vos enfants s'inquiètent pour votre bien-être mental et m'ont demandé d'évaluer la situation. Je n'ai pas serré sa main. À la place, je suis allée directement vers ma table de salle à manger et j'ai rassemblé tous mes documents qu'il examinait sans ma permission. Ce sont mes papiers privés. Vous n'avez pas le droit de les regarder sans mon consentement. Maman? A interrompu Max avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années. On est inquiet pour toi. Ton comportement a été très étrange ces derniers temps. D'abord, tu nous as coupé les vivres financièrement sans explication. Ensuite, tu ne réponds pas à nos appels. On pense que tu as peut-être besoin d'aide professionnelle. Lena s'est approchée et a essayé de prendre ma main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait au moment où elle avait besoin de quelque chose. Rinad, chérie, on sait que tu es très stressée. Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le penses. À ton âge, des épisodes de confusion sont normaux. Le mot confusion a résonné dans ma tête comme une sirène. Je comprenais maintenant pourquoi ils avaient amené l'avocat. Ce n'était pas pour m'aider. C'était pour me déclarer mentalement inapte et prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit qu'ils n'avaient invité que des gens spéciaux à leur mariage me traitait maintenant comme une vieille femme sénile. Je ne suis pas confuse, ai-je dit avec une fermeté qui a réduit tout le monde au silence. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années, et vous allez quitter ma maison tout de suite. Monsieur Fischer a répliqué de cette voix professionnelle que les avocats utilisent quand ils veulent en paraître raisonnables. Madame Richter, je comprends que vous vous sentiez dépassée, mais vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils pensent que votre capacité à prendre des décisions financières est altérée. Ils ont documenté plusieurs comportements préoccupants. Des comportements préoccupants. Le rire qui est sorti de ma gorge était rauque, presque cruel. Comme quoi, décider que mon argent m'appartient, décider de ne plus financer la vie de 2 adultes qui me traitent comme une ordure. Lena a sursauté comme si je l'avais giflée. On ne t'a jamais maltraité. Tu fais partie de notre famille. Tout ce que tu as nous appartiendra un jour de toute façon. On ne fait qu'accélérer le processus. Voilà la vérité nue, sans vernis. Tout ce que j'avais leur appartiendrait un jour. Dans leur esprit, j'étais déjà morte, et ils ne faisaient que récupérer leur héritage à l'avance. Que j'ai encore 70 ans ou 70 jours à vivre, peu importait.
Pour eux, j'étais juste un distributeur avec des jambes devenues problématiques. Dehors, ai-je dit en pointant la porte. Tous les trois, dehors de ma maison. Max s'est levé avec ce visage d'enfant capricieux qu'il prenait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Maman, on ne peut pas juste partir. On a des obligations. Le loyer, les paiements de la voiture, la carte de crédit que tu as co-signée. Tu ne peux pas nous couper du jour au lendemain. Je ne peux pas? Ma voix s'est élevée pour la première fois de toute la conversation. Qui dit que je ne peux pas? Pendant des années, j'ai payé un loyer qui n'était même pas à mon nom. J'ai rempli un réfrigérateur dans une maison où je n'étais pas la bienvenue. J'ai financé une vie qui n'avait clairement pas de place pour moi. Monsieur Fischer a sorti un dossier de sa mallette et l'a posé sur ma table. Madame Richter, nous avons préparé certains documents qui pourraient me faciliter cette transition. Une procuration qui permettrait à Max et Lena de gérer vos finances plus efficacement. Ce serait temporaire, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. J'ai pris le dossier et sans même l'ouvrir, je l'ai jeté directement dans la poubelle. La seule transition qui va se produire ici, c'est la vôtre vers la porte d'entrée. Lena a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de rage contenue. Tu ne peux pas nous faire ça, Rinad. On comptait sur toi. On a fait des plans en se basant sur ton soutien. On a acheté des choses. On a pris des engagements financiers parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur toi. Des engagements basés sur mon argent, ai-je répondu. Pas sur mon bien-être, pas sur mon bonheur, pas sur ma compagnie, juste sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent serait mieux utilisé dans ma propre vie, je deviens soudain une vieille femme confuse qui a besoin d'une tutelle. Max a tenté de s'approcher, mais j'ai fait un pas en arrière. Il n'était plus le garçon qui se jetait dans mes bras quand il faisait des cauchemars. C'était un homme de 35 ans qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et une vie confortable financée par les autres. « Maman, on a fait des erreurs », a-t-il dit d'une voix censée paraître pleine de remords. Le mariage, c'était un malentendu. Lena était nerveuse. J'étais sous pression. On peut arranger ça si tu redeviens raisonnable. Raisonnable? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Être raisonnable, c'était continuer à payer leur vie pendant qu'ils me traitaient comme une inconnue. C'était faire semblant que ça ne faisait pas mal d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon fils unique. Monsieur Fischer a rangé ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un habitué à voir ses propositions rejetées. Madame Richter, ce n'est pas fini. Votre famille a des options juridiques. Si vous prenez effectivement des décisions irrationnelles à cause de problèmes de santé mentale, un juge peut déterminer que vous avez besoin d'une tutelle. Ces mots ont été comme un coup. J'ai compris que ce n'était pas seulement une visite familiale manipulatrice, c'était une vraie menace légale. Il voulait me faire déclarer incapable de gérer mes propres affaires. Monsieur Fischer, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je vous suggère de faire vos recherches très sérieusement avant de menacer une femme de 71 ans qui a géré ses finances sans faute pendant 40 ans, qui a élevé son fils seul après la mort de son mari, qui a tenu un foyer et travaillé honorablement jusqu'à la retraite, et qui, jusqu'à la semaine dernière, a soutenu financièrement 2 adultes parfaitement capables. Lena a cessé de pleurer et m'a regardée avec une froideur qui a enfin montré son vrai visage. Ça ne restera pas comme ça, Renati. On a des droits et des avocats aussi. Parfait, ai-je répondu. Engagez autant d'avocats que vous voulez. Avec votre propre argent, bien sûr, parce que le mien n'est plus disponible pour financer vos crises juridiques. Tous les trois ont marché vers la porte avec la dignité blessée de gens qui ne sont pas habitués à entendre non. Avant de sortir, Max s'est retourné vers moi une dernière fois. « Maman, ça va très mal finir pour toi. Tu vas finir seule, sans personne pour s'occuper de toi quand tu en auras vraiment besoin. »« Max, » ai-je dit avec une profonde tristesse, mais aussi une clarté cristalline. « Je suis déjà seule. La différence, c'est que maintenant c'est par mon choix, pas par ta négligence. » Quand j'ai refermé la porte derrière eux, je suis restée dans mon salon, entourée du plus beau silence que j'avais entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais pas de tristesse ou de regret, plutôt à cause de l'adrénaline d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Je suis restée éveillée dans mon lit, planifiant mes prochaines étapes comme un général préparant une bataille. Si Max et Lena voulaient se battre, je leur donnerais une guerre. Mais ce serait une guerre que je mènerais avec intelligence, pas avec émotion. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillée et prête à partir. Ma première étape a été le cabinet de l'avocat, monsieur.
Weber, un homme que j'avais rencontré des années auparavant quand je m'étais occupée du testament de mon mari. Contrairement à Monsieur Pfizer, que Max et Lena avaient amené, Monsieur Weber avait une réputation irréprochable et était spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées. Madame R.T.R. m'a-t-il dit alors que je lui expliquais la situation. Ce que vos enfants ont tenté de faire hier est plus courant que vous ne le pensez. Cela s'appelle l'abus financier envers les personnes âgées, et c'est un crime fédéral. Le fait qu'ils soient entrés chez vous sans permission et aient consulté vos documents personnels constitue également une violation. Ces mots m'ont à la fois apaisé et inquiété. Ils m'ont apaisé parce qu'ils confirmaient que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était réellement abusif. Ils m'ont inquiété parce que je comprenais que la situation était plus grave que je ne l'avais pensé. Nous devons tout documenter, a continué M. Weber. Chaque virement, chaque cadeau, chaque fois qu'ils vous ont mise sous pression pour obtenir de l'argent. Nous allons également modifier votre testament pour protéger vos biens contre de futures tentatives de manipulation. Nous avons passé 3 heures à examiner mes dossiers financiers. M. Weber a sifflé en voyant la somme totale, 33 400 $ en 3 ans. Madame Richter, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager et profiter de votre retraite. À la place, vous avez entièrement financé la vie de 2 adultes qui ne vous respectaient même pas assez pour vous inviter à leur mariage. Quand j'ai quitté le bureau de M. Weber, j'avais un plan complet. D'abord, je changerai toutes les serrures de ma maison. Ensuite, j'installerai un système de sécurité avec des caméras pour me protéger de futures visites surprises. Troisièmement, j'ouvrirai un nouveau compte bancaire dans une autre banque où il n'aurait aucun contact. Et quatrièmement, je commencerai à vivre la vie que j'avais repoussée pendant des années. Ma prochaine étape a été la quincaillerie. Le propriétaire, M. Sommer, me connaissait depuis des années parce que j'achetais toujours des choses pour réparer l'appartement de Max et Lena. Cette fois, c'était différent. Madame RTOR, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Encore une urgence avec votre fils? M'a-t-il demandé avec la familiarité de quelqu'un qui avait silencieusement assisté à ma générosité gaspillée. Non, Monsieur Sommer, cette fois, c'est pour ma propre maison. Je dois changer toutes les serrures et je les veux de la meilleure qualité. Il m'a regardé, surpris, mais n'a posé aucune question. Pendant que je choisissais les serrures, son fils Ethan, qui installait des systèmes de sécurité, est passé. C'était la providence à l'œuvre. Ethan, lui ai-je dit, j'ai aussi besoin d'installer des caméras de surveillance, le système complet. Le prix n'est pas un problème. Pendant qu'il préparait tout pour l'installation le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Lena, appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre parce que je l'avais bloqué après la confrontation de la veille. Ranata, c'est Lena. S'il te plaît, ne raccroche pas. On doit parler comme des adultes civilisés. Parle, ai-je dit sèchement. Écoute, je comprends que tu sois fâché à propos du mariage. C'était une erreur. Max et moi en avons parlé et on veut se rattraper. Et si on faisait un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec toi? On peut le faire chez toi, cuisiner ensemble comme avant. La manipulation dans ces mots était si évidente que j'ai failli rire. Lena, vous devez combien de loyer exactement? Le silence à l'autre bout a confirmé que j'avais touché un point sensible. Eh bien, c'est 2 mois. 1 000 $ au total. Mais je n'appelle pas seulement pour ça, Renati. Tu nous manques vraiment dans nos vies. Ou est-ce que je vous manque, ou est-ce que mon argent vous manque? Ai-je demandé directement. Les deux, a-t-elle répondu avec une honnêteté surprenante. Rena, je ne vais pas te mentir. Oui, on a besoin de ton aide financière, mais on t'aime aussi. Tu es importante pour nous. Si je suis si importante, ai-je dit, pourquoi n'étais-je pas assez importante pour être à votre mariage? Pourquoi ne suis-je pas assez importante pour recevoir un appel qui ne demande pas de l'argent? C'était quand la dernière fois que tu m'as appelé juste pour demander comment j'allais? Encore un silence. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Jamais. Lena, je ne vais t'expliquer ça qu'une seule fois. Pendant 3 ans, vous m'avez traité comme un distributeur automatique avec des sentiments. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez ignoré. Vous m'avez humilié. Et enfin, vous m'avez insulté de la pire façon possible. Maintenant que l'argent s'épuise, vous découvrez soudain que vous m'aimez. Renote, s'il te plaît. Je l'ai coupé. Il n'y a pas de s'il te plaît. Tu as fait ton choix le jour où tu as décidé que je n'étais pas assez spéciale pour être à votre mariage. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone complètement. Je ne voulais plus d'interruption pendant ma journée de libération. Cet après-midi-là, je suis allée au salon de beauté où je n'étais pas allée depuis plus d'1 an.
J'annulais toujours mes rendez-vous parce que Max ou Lena avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que l'argent que j'avais mis de côté pour moi devenait une urgence pour eux. Madame Richter, s'est exclamée Cynthia, ma coiffeuse préférée. Quelle surprise! Je croyais que vous nous aviez oubliés. Je ne vous ai pas oublié, Cynthia. J'ai juste oublié que moi aussi je mérite d'être choyée. Je me suis offert le service complet. Coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans culpabiliser. Pendant que Cynthia s'occupait de mes cheveux, elle m'a parlé de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Max et Lena. Vous êtes magnifique, Madame Richter, a-t-elle dit quand elle a terminé. Mais plus que ça, vous avez l'air libre. Il s'est passé quelque chose de bien? Oui, Cynthia, j'ai enfin appris à dire non. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, il y avait une voiture devant ma porte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est emballé un instant, pensant que Max et Lena étaient revenus avec des renforts. Mais en m'approchant, j'ai vu une femme âgée assise sur les marches de mon Porsche. Madame Richter? A-t-elle demandé quand je suis sortie de la voiture. Oui, c'est moi. Je peux vous aider? Je suis Hélène Lanard Brooks, j'habite à côté. Nous sommes voisines depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de parler. Hier, j'ai entendu des voix très fortes chez vous, et je me suis inquiétée. Tout va bien? Sa préoccupation sincère m'a touchée profondément. Voilà une étrangère qui montrait plus d'intérêt pour mon bien-être que mon propre fils. Entrez, Madame Brooks, je vais vous faire un café, et je vais vous raconter une histoire que vous n'allez pas croire. Pendant que je faisais le café, je lui ai raconté toute la situation. Eleanor a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Et quand j'ai fini, ses yeux étaient remplis de larmes. Madame Richter, a-t-elle dit, vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma fille il y a 5 ans. Je pensais aussi que c'était mon devoir de financer sa vie d'adulte. Je croyais aussi qu'ils ne m'aimeraient pas si je ne leur donnais pas d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai coupé l'argent quand j'ai compris qu'elle ne m'appelait que quand elle avait besoin de quelque chose. Au début, c'était terrible. Ils m'ont menacée, m'ont fait du chantage émotionnel, ont essayé de me culpabiliser. Mais après 6 mois, ma fille a appelé pour s'excuser sincèrement. Maintenant, nous avons une vraie relation basée sur l'amour, pas sur l'argent. Ces mots m'ont donné de l'espoir et ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Vous pensez que Max et Lena comprendront un jour? Peut-être oui, peut-être non, a-t-elle répondu honnêtement. Mais ce n'est plus votre responsabilité, Madame Richter. Votre responsabilité maintenant, c'est de vivre votre propre vie. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, je me suis couchée sans m'inquiéter de savoir si Max et Lena avaient de l'argent pour le loyer, la nourriture, leurs caprices. Je me suis couchée en pensant à moi, à mes projets, à mon avenir, et j'ai mieux dormi que depuis des années. Le lendemain, Ethan et M. Summer sont venus à 8 heures du matin pour changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis des numéros inconnus. Lena essayait encore de me joindre depuis différents téléphones, mais j'avais développé une nouvelle compétence: ignorer complètement les appels qui ne me convenaient pas. Madame Richter, a dit Ethan en installant les caméras, ce système vous donnera une tranquillité d'esprit absolue. Vous pourrez voir depuis votre téléphone qui vient chez vous-même quand vous n'êtes pas là. Et si quelqu'un entre sans permission, une alerte est automatiquement envoyée à la police. L'ironie ne m'a pas échappé. J'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils, mais cela ne me faisait pas aussi mal qu'avant. C'était simplement une mesure pratique pour préserver ma paix nouvellement acquise. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, appeler ma sœur Diana à Chicago. Nous avions perdu le contact parce qu'à chaque conversation, je lui parlais des succès de Max et Lena, de l'argent que je dépensais pour eux, de ma fierté de pouvoir les aider. Je réalisais maintenant que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles de famille. Rinade, a répondu Diana, surprise. Ma sœur, comment vas-tu? On ne s'est pas parlé depuis des mois. Je vais bien, Diana. Mieux que bien. Je t'appelle pour te dire que j'ai enfin retrouvé la raison. Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Le mariage secret, l'humiliation, la visite avec l'avocat, ma décision de couper le financement. Diana m'a écoutée en silence, et quand j'ai fini, sa réponse m'a surprise.
Rinad, ma sœur, il était temps. À chaque fois qu'on parlait, ça me brisait le cœur de t'entendre te vanter de combien d'argent tu leur donnais, comme si l'amour se mesurait en dollars. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que Max ne parlait jamais de toi avec affection quand je le voyais aux réunions de famille. C'était toujours «ma mère m'a aidé pour ça» ou «ma mère m'a acheté ça», mais jamais «ma mère me manque» ou «j'aime ma mère». C'était comme si tu étais un prestataire de service, pas une personne. Ces mots ont fait mal, mais c'était une douleur nécessaire. Comme quand un médecin nettoie une plaie infectée. Ça fait mal, mais ça fait partie de la guérison. Tu sais ce que j'ai remarqué d'autre? A continué Diana. Léna parlait toujours de toi au futur. Quand Renate ne sera plus là, on pourra rénover sa maison. Ou, quand on héritera, on investira dans l'entreprise. Comme s'ils attendaient que tu meurs pour vraiment vivre. Cette révélation m'a frappée comme un seau d'eau glacée. Ils ne me voyaient pas seulement comme un distributeur, ils me voyaient comme un obstacle temporaire entre eux et mon argent. Pendant que j'essayais de les rendre heureux, ils planifiaient leur avenir sans moi. Après avoir parlé avec Diana, je suis restée assise dans ma cuisine à assimiler tout ça. Des années de mariage avec un homme qui m'aimait vraiment, 35 ans à élever mon fils seul après la mort de mon mari, et 3 ans à financer 2 adultes qui me voyaient comme un obstacle de 100 000 $. La sonnette a retenti, et sur les nouvelles caméras, j'ai vu que c'était Ellen Lanner avec une tasse à la main. J'ai ouvert la porte, et elle m'a tendu un café fraîchement préparé. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de compagnie après tout ce que vous m'avez raconté hier, a-t-elle dit avec ce sourire sincère que j'appréciais déjà. Nous nous sommes assises dans mon salon et Eleanor m'a donné plus de détails sur sa propre expérience. Ma fille m'a dit exactement la même chose que Lena vous dit. Tu es comme une deuxième maman pour moi. On est spéciaux pour toi. Tout sera à nous un jour de toute façon. Ce sont des phrases répétées, Madame Richter. Ils les apprennent dans le manuel de manipulation émotionnelle. Vous pensez qu'un tel manuel existe? Ai-je demandé en plaisantant à moitié. Pas officiellement, mais on dirait que tout le monde lit le même livre. Chapitre 1. La faire se sentir indispensable. Chapitre 2. Créer des urgences financières constantes. Chapitre 3. Quand elle résiste, remettre en question sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était un rire amer. C'était à la fois drôle et tragique de reconnaître des schémas si prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. Vous vous êtes déjà senti coupable d'avoir coupé l'argent? Ai-je demandé à Eleanor. Tous les jours pendant les 3 premiers mois, a-t-elle répondu honnêtement. Mais ensuite j'ai commencé à voir les résultats. Ma fille a dû prendre un deuxième emploi. Son mari a arrêté de jouer au golf chaque week-end et s'est mis à chercher du travail en plus. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Et surtout, ils ont appris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des années. Aller sur la tombe de mon mari. Je trouvais toujours une excuse pour ne pas y aller parce que Max ou Lena avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que le prix du taxi était mieux investi dans l'une de leurs urgences. Le cimetière était calme et beau. La tombe de Robert avait l'air un peu négligée parce que je n'étais pas venue la nettoyer depuis des mois. Je me suis assise sur l'herbe à côté de la pierre tombale et je lui ai parlé comme s'il était vivant. Robert, mon amour, je crois que je me suis perdue un moment. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie dans Max. Je voulais être la meilleure mère du monde, pensant qu'ainsi, il grandirait sans père. Mais je crois qu'en faisant ça, j'ai oublié d'être moi-même. Le vent a soufflé doucement, et un instant, j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, ou peut-être qu'il a toujours été comme ça et que je ne voulais pas le voir. Sa femme, eh bien, tu sais comment elle est. L'argent que tu m'as laissé pour vivre en paix, je l'ai dépensé à m'occuper d'eux. Mais plus maintenant, mon amour. J'ai compris. J'ai nettoyé sa tombe, remplacé les fleurs fanées par des nouvelles, et je suis restée là encore 1 heure, simplement à profiter du calme. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressée de rentrer pour résoudre une crise pour Max et Lena. Quand je suis rentrée, il y avait encore 3 voitures garées devant ma porte. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois, j'étais prête. Les caméras m'ont montré que c'était Max, Lena et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Tout le monde semblait agité, parlant entre eux et pointant ma maison. Je ne suis pas sortie de la voiture. À la place, j'ai appelé mon avocat, M. Weber. Monsieur Weber, ils sont encore chez moi. Cette fois, ils ont amené d'autres personnes. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Madame Richter. J'arrive tout de suite et j'appelle la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une ordonnance restrictive temporaire.
Ils n'ont pas le droit d'être sur votre propriété. Quelques minutes plus tard, M. Weber et 2 voitures de patrouille sont arrivées. J'ai regardé les agents parler à Max et Lena. J'ai vu mon fils gesticuler de colère. J'ai vu Lena pleurer encore, mais cette fois, ses larmes ne m'ont rien fait. Un des agents s'est approché de ma voiture. Madame, vous pouvez sortir en sécurité. Vos visiteurs vont partir immédiatement. Quand je suis sortie, Max m'a crié depuis la rue. Maman, c'est ridicule. On est ta famille. Tu ne peux pas appeler la police contre ton propre fils. Max, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Une famille ne menace pas de procès pour incapacité mentale. Une famille ne s'introduit pas chez les gens sans permission. Une famille ne traite pas sa mère comme un distributeur. Lena a hurlé de l'autre côté de la rue. Tu vas nous rembourser tout ce que tu nous dois. On a des factures que tu as co-signées. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Monsieur Weber est intervenu. Madame Brooks, toute communication future doit passer par mon cabinet, et je vous conseille de consulter un avocat avant de proférer des menaces de recouvrement, car ma cliente a une documentation complète de tous les paiements qu'elle a volontairement effectués pendant 3 ans. Je les ai regardés repartir en voiture, vaincus, mais pas prêts à abandonner. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois dans cette situation, je me sentais confiante. J'avais une aide professionnelle. J'avais le soutien émotionnel d'Elénore. Et surtout, j'avais une clarté mentale sur ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Cette nuit-là, Elénore m'a invitée à dîner chez elle. J'ai rencontré sa fille, qui était en visite, et j'ai pu voir de mes propres yeux ce à quoi ressemble une relation familiale saine. Elles se parlaient avec respect, demandaient sincèrement des nouvelles de la vie de l'autre et riaient ensemble. La fille n'a pas demandé d'argent une seule fois de toute la soirée. Je voulais ça avec Max aussi, ai-je avoué à Eleanor après le départ de sa fille. Et peut-être que vous l'aurez un jour, a-t-elle répondu. Mais d'abord, il doit apprendre que vous êtes une personne qui mérite le respect, pas seulement une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis couchée en me sentant pleine d'espoir pour l'avenir. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Les caméras de surveillance m'ont montré que Max et Lena passaient devant ma maison plusieurs fois par jour, parfois lentement, parfois ils se garaient quelques minutes, mais sans sortir. C'était comme s'ils étudiaient ma routine, cherchant le moment parfait pour leur prochaine manœuvre. Monsieur Weber m'avait conseillé de documenter chacune de ses visites, alors j'ai tenu un journal détaillé avec la date et l'heure. Leur persistance jouera en notre faveur, avait-il dit. Chaque fois qu'ils se présentent après qu'on leur a dit de ne pas approcher, cela renforce notre dossier pour une ordonnance restrictive permanente. Le vendredi matin, je prenais calmement mon petit déjeuner quand la sonnette a retenti. Les caméras ont montré une jeune femme très bien habillée, un dossier à la main et un sourire professionnel. Je ne la reconnaissais pas, mais quelque chose dans sa posture me disait que ce n'était pas une visite sociale. « Bonjour, Madame Renati Richter », a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. « Je suis enquêtrice sociale pour l'Office des services aux personnes âgées. Nous avons reçu un signalement indiquant que vous pourriez être dans une situation à risque et nous devons effectuer une visite de bien-être. » Mon sang s'est glacé. Max et Lena avaient escaladé le conflit. Ce n'était un des plus seulement des menaces de juristes privés. Ils avaient maintenant impliqué l'État. « Puis-je voir votre carte ?» ai-je demandé en essayant de rester calme. « Bien sûr. » Elle m'a montré une carte officielle qui semblait authentique. « Je suis l'assistante sociale, Madame Schmidt. Puis-je entrer et vous parler ?» Je l'ai laissée entrer, sachant qu'un refus aurait été pire pour mon dossier. Madame Schmidt s'est assise dans mon salon et a sorti un formulaire de son dossier. « Madame Richter, nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez montré des changements importants dans votre comportement financier, que vous avez coupé la communication avec votre famille et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. On nous a également dit que vous avez refusé l'aide médicale et juridique de vos proches. » Chaque mot avait été soigneusement choisi pour me faire passer pour une vieille femme mentalement perturbée. Je reconnaissais la patte de Lena dans la formulation. Elle avait toujours été douée pour manipuler les mots afin d'obtenir ce qu'elle voulait. « Mademoiselle Schmidt, ai-je dit avec toute la dignité dont j'étais capable, je souhaite appeler mon avocat avant de répondre à des questions. Madame, ce n'est pas un interrogatoire juridique, c'est une visite de bien-être. Si vous n'avez rien à cacher, cela ne devrait pas poser problème de parler avec moi. » La phrase « si vous n'avez rien à cacher » m'a mise hors de moi. C'était la même logique que les abuseurs utilisent pour justifier leurs intrusions. Si vous êtes innocent, vous ne devriez pas vous plaindre que votre vie privée soit violée.
Mademoiselle, j'appelle mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai à aucune question sans représentation juridique. J'ai appelé M. Weber et il était là en moins de 20 minutes. Quand il est entré et a vu l'assistante sociale, son expression s'est durcie. Mademoiselle Schmidt, a-t-il dit après avoir vérifié sa carte, j'espère que vous avez une ordonnance du tribunal pour être ici, parce que ma cliente est sous ma représentation, et toute enquête non autorisée constitue du harcèlement. Monsieur, a répondu Madame Schmidt avec moins d'assurance, nous avons des rapports de membres de la famille inquiets pour le bien-être de la dame. C'est notre devoir d'enquêter. Quelle famille? A demandé Monsieur Weber sèchement. La même famille qui a essayé de lui faire signer une procuration sans représentation. La même famille qui s'est introduite chez elle sans permission et a consulté ses documents privés. La même famille qui l'a exclu d'événements importants tout en vivant de son argent. Monsieur Weber a sorti un dossier de sa mallette et l'a posé sur la table. Ici, j'ai une documentation complète de l'abus financier et émotionnel subi par ma cliente. 33 400 $ retirés de ses comptes en 3 ans. Exclusion sociale systématique et chantage émotionnel. Si quelqu'un doit être investigué ici, ce n'est pas ma cliente. Madame Schmidt a parcouru les documents avec un malaise grandissant. Il était évident que les informations qu'on lui avait données ne correspondaient pas à la réalité qu'elle avait devant elle. Madame RTOR, a-t-elle dit finalement, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez si brusquement cessé de soutenir financièrement votre fils? Parce que j'ai enfin découvert qu'il m'utilisait, ai-je répondu simplement. Parce que j'ai compris que, pour eux, je n'étais pas une mère, mais un compte bancaire. Parce que j'étais fatiguée de financer la vie de personnes qui me considéraient comme un obstacle. Mais ne pensez-vous pas que c'est votre responsabilité d'aider votre famille? Cette question m'a indignée. Mademoiselle Schmidt, ma responsabilité de mère était d'élever mon fils jusqu'à ses 18 ans, de l'éduquer et de lui donner les outils pour être un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, il est marié et parfaitement capable de se soutenir lui-même. Financer sa vie d'adulte n'est pas ma responsabilité. C'est mon choix, et j'ai choisi de ne plus le faire. Monsieur Weber a ajouté. Mademoiselle Schmidt, trouveriez-vous normal qu'un adulte de 35 ans soit incapable de payer son loyer sans l'aide de sa mère de 71 ans? Madame Schmidt n'a pas répondu tout de suite. Je voyais qu'elle réévaluait toute l'affaire. Madame Richter? A-t-elle demandé après un moment. Gérez-vous vous-même vos finances complètement? Je peux vous montrer mes relevés bancaires, mes investissements, mes impôts. Tout est à jour et en ordre. Vivez-vous de façon autonome? Comme vous pouvez le voir, je garde ma maison propre. Je prends soin de moi physiquement. Je conduis ma propre voiture. J'ai des relations sociales saines avec mes voisins. Prenez-vous des médicaments? Juste des vitamines et parfois de l'aspirine. Je n'ai aucune condition médicale qui nécessite un traitement. Monsieur Weber a ajouté, ma cliente vient de subir des examens médicaux complets dans le cadre de notre procédure. Elle est en parfaite condition mentale et physique. Madame Schmidt a refermé son dossier. Madame Richter, sur la base de cette conversation et de la documentation examinée, je ne vois aucune indication que vous soyez à risque ou que vous ayez besoin d'une intervention. Je vais clore ce dossier. Après son départ, M. Weber et moi sommes restés silencieux quelques minutes. Renate, a-t-il dit enfin, ça va continuer à s'aggraver. Max et Lena dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour engager des professionnels afin d'essayer de vous faire déclarer inapte. Ça veut dire qu'ils sont désespérés? Exactement. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils peuvent déposer une plainte formelle pour incapacité. C'est coûteux et difficile à gagner. Mais s'ils trouvent un juge compatissant et un psychiatre prêt à témoigner en leur faveur, ils pourraient obtenir la désignation d'un tuteur. L'idée m'a terrifiée. Ils pourraient prendre le contrôle de mon argent. Ils peuvent essayer, mais nous avons des preuves solides que vous êtes parfaitement compétente et qu'ils sont motivés par la cupidité, pas par une inquiétude sincère. Cet après-midi-là, j'ai appelé Diana pour me défouler. Ma sœur, a-t-elle dit après avoir entendu mon récit, tu vois jusqu'où ils sont prêts à aller pour l'argent. Ils risquent les liens familiaux, dépensent en avocats et en médecins, détruisent leur propre réputation. Tout ça pour récupérer l'accès à ton compte bancaire. Ces mots m'ont fait réfléchir. Max et Lena avaient complètement révélé leur vraie nature. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait aucune possibilité de réconciliation authentique. Pour eux, je n'avais jamais été une mère ou une belle-mère respectée. J'avais toujours été de l'argent sur pattes. Cette révélation, bien que douloureuse, était aussi libératrice. Je n'avais plus à me demander si je prenais la bonne décision. Je n'avais plus à culpabiliser de me protéger.
Ils avaient failli se prouver eux-mêmes que mon bien-être émotionnel et physique leur importait moins que mon argent. Ce soir-là, Eleanor est venue me voir avec une surprise. Elle avait invité ses amis du club de jardinage à me rencontrer. Renate m'a-t-elle présentée. Voici mes amies Cynthia, que vous connaissez déjà du salon, Maria, Carmen et Alfreda. Nous avons toutes vécu des situations similaires avec des membres de la famille abusifs. Nous avons passé la soirée à partager des histoires. Maria avait dû poser des limites à un frère qui lui demandait constamment de l'argent. Carmen avait coupé les ponts avec une fille qui ne venait que quand elle avait besoin d'argent. Alfreda avait dû changer son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la considéraient comme leur plan retraite. Ce qui me fait le plus mal, ai-je avoué, ce n'est pas l'argent que je leur ai donné, c'est de réaliser que je n'ai jamais eu l'amour que je croyais avoir. Rinade, a dit Alfreda avec la sagesse de ses 80 ans, le véritable amour ne s'achète ni ne se vend. Si tu as dû payer pour l'obtenir, ce n'était jamais réel. Ces mots ont été un baume pour mon âme blessée. Elle avait raison. J'avais acheté de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Vous savez ce que j'ai découvert? Ai-je dit à mes nouvelles amies, que la solitude entourée de gens qui ne vous aiment pas est pire que la solitude seule. Au moins maintenant, quand je suis seule, je suis en bonne compagnie. Tout le monde a ri et nous avons trinqué à notre sagesse retrouvée. Cette nuit-là, après le départ de mes nouvelles amies, je me suis assise dans mon jardin à réfléchir. Les étoiles brillaient plus que jamais, ou peut-être les voyais-je avec des yeux plus clairs. Pour la première fois de ma vie adulte, j'étais complètement seule financièrement. Je n'avais aucune dépendance, aucune obligation financière envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Et au lieu de m'effrayer, cette réalité m'enthousiasmait. Je pouvais voyager quand je voulais. Je pouvais rénover ma maison. Je pouvais m'acheter de beaux vêtements. Je pouvais faire des dons à des associations qui me tenaient à cœur. Je pouvais investir dans mon propre avenir au lieu de financer le présent de gens ingrats. La liberté avait le goût de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, j'avais envie de planifier mon futur. Un mois après la visite du psychiatre, j'ai cru que j'avais enfin gagné la guerre. Je m'étais installée dans une belle routine. Je prenais calmement mon petit déjeuner en lisant le journal. Je m'occupais de mon jardin, je déjeunais avec Eleanor ou l'une de mes nouvelles amies. Et l'après-midi, je me consacrais à des activités que j'avais abandonnées depuis des années. J'avais recommencé à peindre, une passion qui m'animait avant de devenir la gestionnaire financière personnelle de Max et Lena. Mais un jeudi matin, alors que je peignais des fleurs sur mon nouveau chevalet, M. Weber est venu chez moi avec une expression sombre qui m'a glacé le sang. Rena dit, il faut qu'on parle. Max et Lena ont déposé une plainte formelle pour incapacité mentale au tribunal de la famille. Ils demandent qu'un tuteur légal te soit assigné. Les mots sont tombés sur moi comme des pierres. Je savais que c'était possible, mais l'entendre à voix haute rendait la menace terriblement réelle. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent prendre le contrôle de mon argent? Si un juge détermine que tu es incapable de gérer tes affaires, oui, il pourrait désigner Max comme ton tuteur légal, ce qui lui donnerait le contrôle total de tes finances. Je me suis laissé tomber lourdement sur mon canapé, sentant le poids de la trahison la plus profonde que j'ai jamais vécue. Mon propre fils essayait de me faire déclarer inapte légalement pour voler mon argent. Monsieur Weber, quelle preuve pourrait-il avoir? Vous avez vous-même constaté que je suis parfaitement compétente. Ils ont des déclarations de 3 témoins qui prétendent que tu t'es comporté de façon erratique. Ils ont aussi soumis des factures médicales impayées que tu n'aurais soi-disant pas réglées, ainsi que des médicaments que tu aurais accumulés sans les prendre. Mais c'est un mensonge. Je n'ai aucune facture de médecin en souffrance, ni de médicaments stockés. Je sais, Rinade, mais ils ont fabriqué des preuves convaincantes. Ils ont aussi la déclaration du docteur Lehmann, qui affirme que tu refuses de coopérer à une évaluation psychiatrique, ce qu'ils interprètent comme une preuve de déclin mental. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de subir un examen inutile en preuve de maladie mentale. Ils avaient utilisé mon instinct de protection contre eux comme preuve que j'avais besoin d'être protégée. Qui sont les 3 témoins? Monsieur Weber a parcouru ces documents. Lena, bien sûr, un voisin nommé Monsieur Davis, et quelqu'un qui prétend être ton pharmacien, Monsieur Green. Monsieur Davis était le voisin d'en face, un homme désagréable qui avait toujours eu des problèmes avec moi, parce que mes amis se garaient parfois devant chez lui. Monsieur Green était bien mon pharmacien, mais je ne comprenais pas ce qu'il pouvait avoir contre moi. Je dois parler à Monsieur Green, ai-je dit à Monsieur Weber. Il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes allés ensemble à la pharmacie cet après-midi-là.
Monsieur Green m'a accueilli, surpris et nerveux. Madame Richter, c'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous, Monsieur Green? On m'a dit que vous aviez signé une déclaration affirmant que j'avais un comportement erratique avec mes médicaments. Son visage est devenu rouge comme une tomate. Madame Richter, votre belle-fille est venue il y a quelques semaines et m'a interrogée sur vos médicaments. Elle a dit qu'elle s'inquiétait parce que vous agissiez bizarrement. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai expliqué que vous n'achetiez que des vitamines et de l'aspirine de temps en temps, que vous n'aviez aucune prescription régulière, mais elle a insisté en disant que c'était la preuve que vous ne preniez pas suffisamment soin de votre santé. Monsieur Weber est intervenu. Monsieur Green, avez-vous signé un papier? Elle a apporté un document disant que je confirmais que Madame Richter avait des achats de médicaments irréguliers. J'ai cru que c'était pour son assurance santé ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas que c'était pour un procès. Mon propre pharmacien avait été piégé et avait signé quelque chose qu'il n'avait pas vraiment compris. La manipulation de Lena n'avait aucune limite. Monsieur Green, ai-je dit, j'ai besoin que vous écriviez une déclaration expliquant exactement ce qui s'est passé et précisant que je n'ai aucun problème avec des médicaments. Bien sûr, Madame Richter, je suis terriblement désolée pour ce malentendu. Après la pharmacie, nous sommes allés confronter Monsieur Davis. Quand nous avons frappé à sa porte, il nous a reçus avec une hostilité évidente. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Weber a dit. Monsieur Davis, j'ai compris que vous avez signé une déclaration au sujet du comportement de ma cliente. Et vous avez raison, je l'ai fait. Cette femme est folle. Elle agit bizarrement depuis des semaines. Pouvez-vous être plus précis sur les comportements que vous avez observés? Installer des caméras, comme si elle vivait dans une zone de guerre, recevoir des inconnus tout le temps, hurler sur sa famille dans la rue. J'ai compris que M. Davis avait sorti chaque chose de son contexte. Les caméras avaient été installées pour ma protection. Les inconnus étaient mes nouvelles amies. Les cris, c'était moi qui défendais ma maison contre les intrusions de Max et Lena. Monsieur Davis, ai-je dit, savez-vous pourquoi j'ai installé ces caméras? Non, et je m'en fiche. Pour me protéger de mon fils et de ma belle-fille qui se sont introduits chez moi sans permission et m'ont menacé. C'est exactement le genre de choses qu'une folle dirait, a-t-il répondu cruellement. Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec lui. Sa déclaration reposait sur des observations superficielles, interprétées de façon malveillante. Ce soir-là, M. Weber et moi nous sommes assis pour planifier notre défense. Ren a dit, il nous faut notre propre évaluation psychiatrique. J'ai une collègue, la Dreymour, experte en évaluation de la capacité mentale. Elle pourra confirmer officiellement que tu es parfaitement compétente. Et si Max et Lena ont soudoyé le juge? Et si rien de tout ça n'a d'importance, parce qu'ils ont déjà décidé de me faire déclarer inapte? Rinad, le système judiciaire n'est pas parfait, mais il n'est pas entièrement corrompu non plus. Nous avons des preuves solides de ta compétence mentale et de leur motivation financière. Nous allons nous battre. Le lendemain, je me suis rendue à mon rendez-vous avec la DR Moore. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, au regard bienveillant mais perspicace. Madame Richter, je vais vous poser une série de questions et vous faire passer des tests pour évaluer votre capacité mentale. Prenez votre temps et répondez honnêtement. Pendant 2 heures, elle m'a posé des questions sur ma mémoire, ma capacité de raisonnement, ma compréhension financière, ma santé émotionnelle. Elle m'a aussi fait passer des tests cognitifs et m'a demandé de résoudre des problèmes mathématiques et logiques. Madame Richter, a-t-elle dit à la fin, vos résultats sont largement au-dessus de la moyenne pour votre âge. Vous êtes non seulement mentalement compétente, mais votre fonctionnement cognitif est excellent. Docteur, pourquoi pensez-vous que ma famille fait ça? D'après ce que vous m'avez raconté et les documents que j'ai examinés, cela ressemble à un cas classique d'exploitation financière des personnes âgées. Malheureusement, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Je suis sortie de la consultation en me sentant validée, mais aussi triste. La confirmation professionnelle de ma santé mentale était un soulagement, mais elle confirmait aussi que le procès était réel et qu'il fallait le prendre au sérieux. Cet après-midi-là, Eleanor a organisé une réunion d'urgence avec toutes nos amies du club de jardinage. Quand je leur ai parlé de la plainte pour incapacité, tout le monde s'est indigné. Renate, a dit Maria, nous témoignerons en ta faveur. Nous sommes avec toi depuis des semaines, et n'importe qui peut voir que tu vas très bien. Mieux que bien, a ajouté Cynthia. Tu es plus lucide et plus forte que beaucoup de femmes de 40 ans que je connais. Alfreda, avec sa sagesse de 80 ans, a pris mes mains.
Renate, ma chère, ce que tes enfants font n'a rien de nouveau. Depuis des générations, des enfants cupides essaient de faire passer leurs parents pour fous pour obtenir leur argent. Mais toi, tu as quelque chose que beaucoup de ces victimes n'avaient pas. Des preuves, un soutien juridique et des amis prêts à témoigner pour toi. Ces mots m'ont redonné espoir. Je n'étais pas seule dans ce combat. J'avais une armée de femmes fortes qui avaient vu ma transformation de leurs propres yeux. Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? Ai-je dit. C'est que Max et Lena sont prêts à détruire toute possibilité de réconciliation future pour de l'argent. Même si j'étais prête à pardonner tout ce qui s'est passé jusqu'ici, il n'y a pas de retour en arrière après ça. Et peut-être que c'est mieux ainsi, a répondu Cynthia. Au moins maintenant, tu sais exactement qui ils sont et tu peux agir en conséquence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vraiment pleuré. Pas de tristesse, mais de chagrin. J'ai fait mes adieux définitifs au fils que je croyais avoir, au rêve d'une famille aimante, à l'illusion que l'amour inconditionnel était réciproque. Mais quelque chose de nouveau a aussi émergé en moi, une détermination de fer à ne pas me laisser dépouiller, non seulement de mon argent, mais aussi de ma dignité et de ma liberté. La guerre avait officiellement commencé, et j'étais prête à me battre. Le procès a eu lieu 3 semaines plus tard. Je me suis levée tôt, j'ai enfilé mon meilleur tailleur noir, et je me suis regardée dans le miroir avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement ma capacité mentale qui serait jugée, mais ma dignité en tant que personne, mon droit de vivre libre de tout abus, ma valeur au-delà de mon compte bancaire. Monsieur Weber est venu à 7 heures du matin pour revoir une dernière fois notre stratégie. Renate, rappelle-toi, la charge de la preuve est sur eux. Ils doivent prouver que tu es inapte. Nous devons simplement montrer que tu ne l'es pas. Et si le juge est déjà partial? Le juge Miller a la réputation d'être juste. J'ai étudié ses affaires passées et il ne favorise pas automatiquement les familles. Il est attaché à la protection des droits des personnes âgées. Nous sommes arrivés au tribunal à 9 heures du matin. Dans le couloir, j'ai vu Max dans un nouveau costume qu'il avait probablement acheté pour l'occasion, et Lena vêtue de noir comme si elle assistait à un enterrement. Peut-être que c'en était un, l'enterrement de notre relation familiale. Quand nos regards se sont croisés, Max a évité le mien, mais Lena a soutenu mon regard avec une froideur qui confirmait que, pour elle, tout cela n'était qu'une transaction commerciale. Leur avocat était un homme plus âgé, élégant, avec cette assurance qui vient d'avoir remporté des affaires similaires auparavant. Quand il a commencé sa déclaration d'ouverture, sa stratégie était claire. Me présenter comme une vieille femme confuse, manipulée par des étrangers pour m'éloigner de ma famille aimante. Votre honneur, a-t-il dit d'une voix solennelle. Madame Renadi Richter a montré un déclin mental évident ces derniers mois. Elle a coupé tout soutien financier à sa famille sans explication rationnelle. Elle a installé des systèmes de sécurité inutiles par paranoïa et s'est isolée de ses proches sous l'influence de voisins et d'avocats qui profitent manifestement de sa vulnérabilité. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour faire passer mon émancipation pour de la démence et ma liberté pour une manipulation extérieure. Ensuite, ils ont appelé leurs témoins. Lena a été la première à témoigner et sa performance valait un Oscar. Elle a pleuré en décrivant à quel point j'avais changé, comment j'étais devenue hostile et paranoïaque, comment je m'étais isolée de la famille qui m'aimait. Votre honneur, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Renate a toujours été comme une seconde maman pour moi. Voir son déclin mental a été dévastateur. Nous voulons juste l'aider à obtenir les soins dont elle a besoin. Des mensonges enveloppés de larmes convaincantes. Quand M. Weber l'a contre-interrogé, les fissures dans son récit ont commencé à apparaître. Madame Schuster, pouvez-vous dire au tribunal quand vous avez appelé ma cliente pour la dernière fois sans lui demander de l'argent? Lena a bafouillé. Eh bien, on parlait toujours de beaucoup de choses. Pouvez-vous donner une date précise? Je ne me souviens pas des dates exactes. Est-il vrai que vous et votre mari vous êtes mariés sans inviter ma cliente? C'était une cérémonie très petite. Est-il vrai que lorsque ma cliente a demandé des nouvelles du mariage, vous lui avez dit que vous n'aviez invité que des gens spéciaux? Le visage de Lena est devenu rouge. Ces mots ont été sortis de leur contexte. Quel serait le bon contexte pour dire à votre belle-mère qu'elle n'est pas une personne spéciale? Elle n'a pas pu répondre de manière convaincante. Max est passé ensuite. Le voir à la barre des témoins, jurant de dire la vérité tout en s'apprêtant à mentir sur ma santé mentale, a été l'un des moments les plus douloureux de ma vie.
C'était le garçon que j'avais élevé seul, celui à qui j'avais consacré toute ma vie. Ma mère a toujours été très généreuse avec nous, a-t-il témoigné. Mais dernièrement, elle est devenue erratique et irrationnelle. Nous pensons qu'elle est manipulée par des gens qui profitent d'elle. Quand M. Weber l'a contre-interrogé, le masque est tombé complètement. Monsieur Richter, combien d'argent avez-vous reçu de votre mère au cours des 3 dernières années? Je ne connais pas le montant exact. 33 400 $, ça vous semble correct? Peut-être, elle a toujours été généreuse. Et combien de fois avez-vous rendu visite à votre mère sans lui demander d'argent? Le silence a été assourdissant. Est-il vrai que vous et votre épouse vous êtes introduits chez ma cliente sans permission et avez consulté ses documents privés? Nous étions inquiets pour elle. Est-il vrai que vous avez amené un avocat pour la pousser à signer une procuration? On voulait l'aider à gérer ses finances. À 35 ans, avez-vous besoin de l'aide de votre mère de 71 ans pour payer votre loyer? Max n'a pas pu répondre avec dignité. Monsieur Davis a témoigné sur mes soi-disant comportements erratiques, mais quand Monsieur Weber lui a demandé des détails, il a admis qu'il ne m'avait jamais parlé directement et que tout reposait sur des observations superficielles. Le docteur Lehmann a témoigné que mon refus de passer une évaluation prouvait un déclin mental. Mais Monsieur Weber a présenté la documentation de notre évaluation avec la DR Moore, qui réfutait complètement ses conclusions. Puis ce fut notre tour. Monsieur Weber a d'abord appelé Monsieur Green, mon pharmacien, qui a expliqué comment il avait été trompé pour signer une déclaration déformant mes achats de médicaments. La Dure Moore a témoigné de mon excellent état mental et a présenté les résultats des tests cognitifs impeccables. Monsieur Summer de la quincaillerie a témoigné de ma compétence et a expliqué que mes décisions d'annuler les virements automatiques étaient parfaitement rationnelles et avaient été traitées correctement. Éléanore et mes amis du club de jardinage ont témoigné de ma lucidité, de ma vitalité retrouvée et de ma capacité à entretenir des relations sociales saines. Enfin, ce fut mon tour de témoigner. Je me suis levée avec dignité et je suis allée à la barre, sentant le poids de 71 ans d'expérience, la sagesse acquise dans la douleur, la force découverte dans l'adversité. Monsieur Weber m'a guidée, me laissant raconter toute mon histoire, les 33 400 $ dépensés en 3 ans, l'humiliation d'avoir été exclue du mariage, la manipulation émotionnelle constante, la violation de ma vie privée, les menaces juridiques. Madame Richter, a finalement demandé Monsieur Weber, pourquoi avez-vous décidé de cesser de soutenir financièrement votre fils et votre belle-fille? Parce que j'ai enfin compris que ce que je recevais d'eux n'était pas de l'amour. Ai-je répondu d'une voix claire et forte. C'était une transaction commerciale déguisée en relation familiale. Mon argent était le bienvenu, mais moi, en tant que personne, je ne l'étais pas. Regrettez-vous votre décision? Je regrette seulement d'avoir mis si longtemps à la prendre. L'avocat de Max a essayé de me faire paraître confuse durant son contre-interrogatoire, mais j'ai répondu à chacune de ses questions avec clarté et précision. Quand il a tenté d'insinuer que mes nouvelles amitiés m'avaient manipulée, je lui ai expliqué que pour la première fois depuis des années, j'avais des relations fondées sur le respect mutuel et non sur l'intérêt financier. Dans sa plaidoirie finale, l'avocat de Max a insisté sur l'idée que j'étais victime d'une manipulation extérieure. La réplique de M. Weber a été dévastatrice. Votre honneur, ce que nous avons vu ici n'est pas le cas d'une vieille femme inapte, mais celui d'une femme qui a enfin trouvé la force de se libérer de plusieurs années d'abus financiers et émotionnels. Les demandeurs n'ont présenté aucune preuve médicale réelle d'incapacité. Ce qu'ils ont présenté, c'est leur frustration parce que leur source de revenus a décidé d'exercer son droit légal et moral de protéger ses propres ressources. Le juge Miller s'est retiré pour délibérer pendant 2 heures qui m'ont semblé durer 2 ans. Quand il est revenu, son expression était sérieuse mais nette. Après examen de toutes les preuves présentées, a-t-il commencé, il apparaît évident pour ce tribunal que Mme Rinad Richter est pleinement en possession de ses facultés mentales. Les évaluations psychiatriques professionnelles confirment sa compétence cognitive. Ses décisions financières, aussi douloureuses soient-elles pour sa famille, sont parfaitement rationnelles et relèvent de ses droits. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. De plus, a poursuivi le juge, les preuves suggèrent que cette procédure est motivée par un intérêt financier plutôt que par une préoccupation sincère pour le bien-être de Mme Richter. Le tribunal rejette entièrement la demande de tutelle. J'avais gagné. Je n'avais pas seulement gagné le procès, j'avais gagné ma liberté, ma dignité, mon droit de vivre à l'abri des abus de ceux qui étaient censés m'aimer.
En sortant du tribunal, j'ai vu Max et Lena discuter avec colère avec leur avocat. Lena m'a lancé un regard de haine pure avant de s'éloigner. Max m'a regardé une dernière fois et pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose qui ressemblait à du regret, mais il était déjà trop tard. Ce soir-là, Hélène Lanard a organisé une célébration chez moi avec toutes nos amies. Nous avons trinqué à la justice, à la liberté, à la sororité de femmes fortes qui se soutiennent. Ranada, m'a dit Alfreda, aujourd'hui tu n'as pas seulement gagné un procès. Tu as récupéré ta vie. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, l'avenir m'appartenait entièrement. Je pouvais voyager, je pouvais aimer, je pouvais créer, je pouvais vivre sans peur, sans culpabilité, sans manipulation. 3 mois plus tard, j'ai vendu ma maison et j'ai déménagé dans un bel appartement près du centre-ville. J'ai donné la moitié de mon argent à des organisations qui protègent les personnes âgées contre les abus familiaux. Avec l'autre moitié, j'ai commencé à vivre la vie dont j'avais toujours rêvé. J'ai voyagé à travers l'Europe, j'ai suivi des cours d'art et j'ai rejoint des groupes de bénévoles. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Max et Lena. J'ai appris par d'autres qu'ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et que Lena avait trouvé un emploi pour la première fois depuis des années. Peut-être que l'adversité leur apprendrait ce que ma générosité n'avait jamais pu leur apprendre. La valeur du travail honnête et de l'indépendance. Certaines nuits, quand je regarde les étoiles depuis le balcon de mon nouvel appartement, je pense à la femme que j'étais un an plus tôt, effrayée, manipulée, persuadée que je devais acheter l'amour. Cette femme est morte. Et à sa place, quelqu'un est né, quelqu'un qui a compris une vérité fondamentale. Le véritable amour n'a jamais de prix et la liberté n'est jamais trop chère. Je m'appelle Renadi, j'ai 72 ans et j'ai enfin appris que la personne la plus importante que je dois aimer et protéger, c'est moi-même. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en faisant un don pour que je puisse écrire d'autres histoires. Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion, alors partagez-la avec moi dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez, et écrivez-moi aussi où vous avez entendu cette histoire. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires qui vous attendent, avec mes salutations les plus sincères. À la prochaine fois, monsieur.